bonsoir. Comme depuis un bon moment, vous nous suivez en direct de la télévision nationale centrafricaine, mais aussi de la radio nationale. Bien sûr, également sur les antennes de For You Media Africa, votre télévision panafricaine. À mes côtés, mon brillant co-présentateur Bissao de la télévision nationale. Bonsoir, Bissao. Bonsoir à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs. Eh bien, ce soir, c'est une autre thématique qui nous rassemble. On va parler de sécurité jusqu'à un passé très récent. Ils aiment bien le rappeler, l'on comptait 47 Kalachnikov sans munitions au sein de l'armée centrafricaine. Une armée qui, malgré, on le rappelle, ces situations, devait donc se battre contre les groupes rebelles, devrait se battre pour sécuriser le territoire centrafricain. Eh bien, on parle d'une évolution quand même depuis un bon moment. Il y a comme voilà un apaisement, une sorte de sécurité sur le territoire centrafricain avec plus ou moins des partenaires que nous, voilà, dans le cadre de cette émission, on reviendra certainement là-dessus. D'ailleurs, selon des sources officielles, on parle de près de 97% du territoire centrafricain qui serait déjà sous contrôle, bien sûr, par l'État. Eh bien, on parle, vous le savez, c'est aussi dans le cadre de ce référendum constitutionnel avec ce projet de nouvelle constitution. Quelles sont les garanties, on va dire, sécuritaires en ce qui concerne ce projet de nouvelle constitution? Ce sera l'essentiel de ce débat ce soir, Bissao. Effectivement, nous savons pertinemment qu'en Afrique, qui veut la paix prépare la guerre. Et nous savons pertinemment que cette nouvelle loi fondamentale ne va pas échapper à des épreuves, des éventuelles épreuves que la République centrafricaine aura à confronter. Comme toute une femme qui ne peut accoucher sans la douleur, et également un chrétien qui veut accéder au paradis sans pour autant passer par le désert. Aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que les forces de sécurité intérieure et de défense ont-ils les moyens efficaces pour faire face aux prochaines agressions? Et également, la question que nous nous posons également est de savoir si l'armée centrafricaine détient-elle les moyens plus efficaces et efficients pour faire face aux éventuelles agressions. C'est autour de ces questions que nous allons pouvoir échanger autour de ce double plateau de la radio et la télévision nationale avec nos imminents interlocuteurs qui entretiennent ce débat depuis presque une semaine ou au-delà, de fond en comble à travers les stations de la radio et la télévision nationale, également la chaîne panafricaine For You TV. Nous avons avec nous pour débattre de la question sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale. Nous avons M. Parfait Ndom, homme politique. Bonsoir. Bonsoir mon cher Bissao. Bonsoir à la princesse Manuela Siker. Bonsoir. Bonsoir à mes amis copanélistes de ce soir. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être de nouveau sur ce plateau pour continuer, n'est-ce pas, d'échanger par nos différents canaux que vous avez bien cités avec le peuple centrafricain, avec le peuple africain, avec la diaspora centrafricaine qui est assez mobilisée pour accompagner ce moment unique, ce moment, j'allais dire, révolutionnaire dans l'histoire de la vie de ce pays. Et c'est avec beaucoup de joie chaque fois que je pourrai avoir l'opportunité d'être sur le plateau, je le ferai. Merci pour cette invitation une fois de plus. On note également la présence remarquée et remarquable de M. Jonathan Batenguene, sociopolitiste qui également anime le contenu de ce débat depuis quelques jours. Bonsoir M. Bissao. Bara Alakou à tout le peuple centrafricain. C'est toujours un plaisir que d'être là. Bonsoir à mes copanélistes, surtout le grand frère Patient Parfendo qui a déjà pris la parole. Bonsoir Madame Siker Lubert. Bonsoir. Nous savons que le Centrafrique nous a donné rendez-vous et ça c'est le rendez-vous de l'histoire. Tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent cette émission doivent le savoir. Le rendez-vous de l'histoire, le point culminant, c'est le 30 juillet 2023. À cette occasion, vous allez marquer de manière alors là indélébile l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'humanité. Nous avons également avec nous l'économiste chercheur Dr Yomb qui de fond en comble a fait l'analyse socio-économique de la République centrafricaine et également les projections d'avenir. Merci également d'être de nôtre. Merci à vous mon cher Bissao pour cette invitation nouvelle
Et merci de me donner l'occasion de participer à ce moment historique dans un échange fraternel avec tous ceux qui sont de cette terre de Centrafrique. Et bonsoir à Mme Sikendoumbé ainsi qu'à tous mes companélistes. Sans perdre de vue des éminents interlocuteurs qui viennent de nous rejoindre, il s'agit de Matomba, homme politique. Merci également de nous rejoindre. Merci Bissau, merci à Madame Siké et permettez-moi de saluer aussi mes copanélistes qui sont passés, qui ont dit des mots avant moi, mais surtout de saluer tout le peuple centrafricain qui nous écoute, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, et de saluer, n'est-ce pas, les millions de téléspectateurs que nous avons et d'auditeurs que nous avons à travers le monde. Merci à vous, chers invités. Merci d'avoir une fois de plus accepté de partager ce plateau avec nous. Vous l'avez donc compris, chers téléspectateurs et bien sûr auditeurs. C'est donc la thématique centrale, et avec nos invités, eh bien, on va commencer sans plus tarder. On va directement ouvrir le débat, peut-être planter le décor avec vous, patients parfaits d'hommes. On a l'habitude de vous qualifier de l'homme de l'histoire, parce que voilà, avec les dates, l'histoire politique, les luttes. Alors, ce soir, patients parfaits d'hommes, pour qu'on comprenne bien où est-ce qu'on est en train d'aller, pour qu'on comprenne bien pourquoi ce thème est posé ce soir, il est peut-être important de rappeler d'où vient la Centrafrique sur le plan sécuritaire. Merci, chère dame. Oui. Je pense que qui mieux que le peuple centrafricain pour essayer de se remémorer des moments douloureux de son histoire récente, Oui. depuis pratiquement son indépendance. On a vu défiler la tête de ce pays, et là on pourrait parler de l'un des pays ici, c'est ça, l'alternance qui a le plus subi la tête de son État, Tout à fait. n'est-ce pas, ce renouvellement et de la classe politique et de ses dirigeants. Parce que dès l'indépendance de 60, pratiquement en 1965, c'est le président David Dacko qui a la tête du pouvoir. Et de 105 en 79, enfin, c'est le président Bokassa qui, à la suite, pendant son mandat, deviendra d'ailleurs empereur. Oui. Et de 81 à 93, ça va être le régime du président Kolumba. Oui. André Kolumba. Et enfin, on va rentrer dans ce que j'appelle l'ère de l'instabilité, qui partira pratiquement de 93 à 2015. Et de 2015, comme on peut bien le constater, et de 2016 à nos jours, nous avons le magistère du président Faustin Archange Touadéra. Mais que dire donc de ces périodes? Ces périodes ont été fortement émaillées par des défis sécuritaires. Oui. La République centrafricaine a connu ce que j'appelle par excellence l'expression la plus achevée du drame africain, où il n'y avait pas de possibilité pour ce peuple d'avoir un seul moment de répit pendant ces moments difficiles, avec des attaques multiformes, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, et qui n'a pas pu, pendant toutes ces périodes troubles, jusqu'à pratiquement 2016, pouvoir stabiliser ce pays, pouvoir rassurer ses populations, pouvoir être en mesure de contenir toutes les tentatives et les velléités de pillage, de vol, de rapines qui se sont opérées sur son sol et dans son espace même aérien. Et les plus récentes, nous les avons eues malgré les efforts qui ont été faits par le président Faustin Archange Touadéra pour ramener la paix, pour ramener la sérénité au sein de son peuple. Vous avez quand même suivi cet épisode d'un aéronef militaire parti non loin des pays frontaliers à la République centrafricaine, et qui notamment s'est invité ici pour bombarder non seulement la base militaire d'Efaka, mais aussi une industrie cotonnière. Bon, c'est vous dire que les défis sécuritaires sont les défis majeurs si nous voulons vraiment espérer avoir la possibilité pour ce pays de pouvoir enfin, à travers cette constitution qui est mise à la disposition du peuple pour essayer de voir comment tourner la page de ces moments sombres. Cette constitution doit donc, à mon sens, garantir la possibilité pour la République centrafricaine d'être enfin maître
de son propre destin. Ouais. Et maîtriser son destin signifie aussi être capable de relever ses défis sécuritaires. Alors, quand nous allons dans cette constitution, je pense que c'est le point numéro 10, le 10e point de cette constitution, nous voyons évidemment que c'est la page 2. D'accord. Voilà, je lis pour vous. La République centrafricaine, résolue conformément au droit international, à préserver et à défendre l'intégrité du territoire de la République centrafricaine, ainsi que son droit inaliénable au plein exercice de sa sécurité sur son sol, son sous-sol et son espace aérien. Oui. Voilà planter le décor. L'un des piliers de cette vision, de cette volonté de ce pays, à travers sa constitution, d'enfin être maître de sa sécurité au niveau de son espace, au niveau de son sol, au niveau de son sous-sol, mais aussi des hommes et des biens. Pourquoi ce défi sécuritaire est extrêmement important pour la Centrafrique aujourd'hui? Parce que nous sommes dans un monde, une Afrique qui n'est pas épargnée, ou qui est traversée par des déplacements de plaques tectoniques du point de vue sécuritaire. Quand on regarde le pays, malgré les efforts depuis 2016, oui, opérés par le président Faustin Archange Touadéra, nous avons quand même un pays qu'on appelle la République centrafricaine qui a une multitude de frontières et, donc, et des pays autour de ce pays où la question sécuritaire est la plus... Ouais. Ces pays aussi Oui. ont aussi des défis sécuritaires. Oui. Prenons la République démocratique du Congo. Tout à fait. On commence par là. N'oublions pas que pendant les moments sombres des confrontations, ici, il y a des troupes qui sont venues de la République démocratique du Congo, de Jean-Pierre Bemba, pour prêter main forte à l'un des acteurs politiques majeurs de l'époque, ici. Je pense que c'est même l'une des raisons qui ont conduit M. Jean-Pierre Bemba à la CPI. Vous ne savez pas tellement. Bon, si on sort de cette période, Ouais. nous avons aussi le Tchad. Le Tchad aussi, oui. N'oublions pas bien que sûr. le Tchad a participé à un moment donné aussi à tenter soit de sécuriser, mais de manière un peu ambiguë, au point où c'est même l'ONU, les rapporteurs de l'ONU qui nous avaient dit que les troupes tchadiennes, les forces tchadiennes avaient tiré de manière délibérée sur des populations civiles tchadiennes. En bout portant. À bout portant, bon, comme le confirme mon cher Bissau. Et nous avons le Soudan. Oui. Nous avons le Sud-Soudan. Nous avons aussi un acteur qui bon, le Cameroun, c'est un peu relativement, j'allais dire, le bouclier sur lequel s'adossait de manière mécanique et la population centrafricaine et le peuple centrafricain dans ces moments difficiles. Mais nous avons des acteurs qui sont invités sur ce territoire depuis plus de 100 ans, Oui. et qui ont occupé l'espace sécuritaire de la République centrafricaine au point d'en être les acteurs majeurs de la déstabilisation ou bien de la stabilisation du pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la question de la sécurité de ce pays a toujours été sous-traitée à des tiers sans tenir compte de la volonté du peuple centrafricain lui-même, en toute souveraineté, d'être le maître de son destin, c'est-à-dire de sa souveraineté, n'est-ce pas, par rapport à ses forces de défense et de sécurité, donc de sa sécurité tout court. Oui. Le président Archange Touadéra, Faustin Archange Touadéra, a vu cette situation et s'est dit, il n'y a pas de souveraineté dans un pays sans la capacité de ce pays-là de se doter de sa propre sécurité. Il est donc parti de zéro. Il va hériter d'une armée, en réalité, d'opérette, si on peut le dire ainsi, où cet allié, qui est comme vous l'appelez, l'allié quasi naturel, Classique, oui. on l'a vu dans le cadre de la reconstruction de cette armée, fournir des armes postiches en bois dans le cadre des entraînements des forces armées des FACA dans l'optique de leur refondation. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Elle était chargée de former ces militaires. C'est les images que nous avons vues. Oui. Pendant la période trouble, la bataille entre les Sénéca et les anti-Balaka, Oui. on a eu des tentatives des pays qui ont voulu apporter leur aide au peuple centrafricain. C'était par exemple le cas de la République sud-africaine. Okay. Mais là encore, nous avons vu comment la barbouzerie, n'est-ce pas, de ces pays occidentaux ont opéré de telle manière d'obliger la République centrafricaine de repartir. Parce que ces soldats ont été tués ici. Nous avons vu, du point de vue de comportement des mœurs, on n'en parle pas beaucoup, Oui.
comment ces gens qui se comportaient en réalité comme un terrain conquis dans cet espace n'ont pas hésité à violer les enfants. Et ce n'est pas la République centrafricaine qui s'est plainte, ce sont même les propres organisations dites ONG qui ont dénoncé violemment cette affaire. On connaît la suite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un non-lieu à Paris parce que ces soldats, dans le cadre de leur organisation, ont refusé que leurs soldats soient jugés par la justice centrafricaine. Voilà donc, l'état de lieu. Donc, je crois sincèrement aujourd'hui qu'au vu de tout ce qui s'est passé, de tout ce que nous avons vécu, de toute cette expérience, le président Faustin Archange Touadéra a décidé de se mettre en accord avec de nouveaux acteurs. Et parmi ces acteurs, il y a 2 qui sont des acteurs majeurs. Ce sont les Rwandais et ce sont les Russes. Et c'est là où je peux vous dire qu'on a touché le tendon d'Achille de ceux qui pensent qu'ils sont dans un espace qui est le leur. Depuis que la Russie et les Rwandais, les partenaires rwandais ont mis pied dans ce pays et qui ont commencé, 1, à former les FACA, de 2, aider cette armée centrafricaine à aller à la reconquête des espaces où ils étaient complètement absents et qui étaient considérés comme des espèces de no man's land, où opéraient toutes les forces terroristes qui montaient, qui descendaient, qui venaient du Soudan, qui venaient du Tchad, et qui avaient établi un État dans ces espaces. Depuis qu'on a pu enfin mettre sur pied cette armée centrafricaine forte, aguerrie, avec des renseignements adéquats, avec un arsenal qui convient, n'est-ce pas, à cette opération, on a vu comment progressivement l'espace centrafricain a commencé à être restabilisé de nouveau jusqu'au pourcentage que vous avez donné de l'ordre de 97% pratiquement. Ça veut dire qu'il faut muscler davantage aujourd'hui les prérogatives de l'exécutif pour continuer dans cet excellent travail qui a commencé en 2016 par le président Archange Touadéra pour stabiliser complètement le pays. Et pour ne pas dépendre de qui que ce soit, même pas de l'ONU, qui a continué à appliquer un embargo sur les armes par rapport à ce pays. Effectivement. Et pour être capable, enfin, de sécuriser totalement ce pays. Donc, c'est une question de la souveraineté nationale, du point de vue de la défense, la sécurité qui se pose. Et cette constitution, je vais le lire un autre article dans un processus de développement qui nous montre effectivement que cette préoccupation a été prise fortement en compte dans l'élaboration de cette nouvelle constitution. Pour que plus que jamais, aucune force extérieure ni intérieure ne soit tentée de reconsidérer la Centrafrique comme le ventre mou de la sécurité dans la sous-région, mais surtout sur notre continent. Et tout ça, c'est l'honneur du peuple centrafricain qui a enfin compris ces enjeux-là. Alors, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les plusieurs réformes entreprises sous le leadership éclairé de son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, notamment en ce qui concerne l'APPR-RCA, l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, les fruits sont palpables. Aujourd'hui, nous pouvons constater avec beaucoup d'illustrations le redéploiement de forces des forces armées centrafricaines sur l'ensemble, on peut le dire aujourd'hui, du territoire national, ainsi que la politique de redimensionnement des forces de sécurité intérieure. 5 ans en arrière, c'était difficile de redéployer les policiers et les gendarmes à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est devenu possible. Est-ce dire qu'aujourd'hui, avec le redéploiement de forces armées centrafricaines ainsi que de forces de sécurité intérieure, la gendarmerie et l'armée garantissent davantage la nouvelle constitution? Pour cela, je vais demander Jonathan s'il peut avoir une lecture là-dessus. Tout à fait. Tout à fait. Le redéploiement des forces de sécurité sur l'ensemble du territoire, c'est quelque chose qui participe de l'amélioration même du contrôle de ce territoire. Vous savez, la maîtrise du territoire est un enjeu fondamental dans la Constitution que nous avons lue. Quand vous regardez le préambule, il y a effectivement affirmé déjà dans le préambule que l'État se déploie sur l'ensemble du territoire centrafricain. Et bien sûr, cet État s'y déploie en ayant le contrôle des ressources du sol et du sous-sol pour le bien du peuple centrafricain. Alors, la concrétude même, ou bien la réalité de ce redéploiement de l'État, c'est le point de presse qu'a donné hier la représentante du secrétaire général des Nations Unies, ici même en Centrafrique. Elle a reconnu, Valentine
Madame Valentine, elle a reconnu que aujourd'hui, l'État maîtrise l'essentiel de son territoire. Vous avez parlé de 97%. Oui. Elle a d'ailleurs donné les points où il y a encore une certaine insécurité. Elle parle des points de frontière. Et quand elle parle des points de frontière, ça rappelle son rapport qu'elle a produit devant le Conseil de sécurité le 20 juin dernier, Oui. lorsqu'elle a dit, devant le Conseil de sécurité, que les zones où il y a encore des tensions d'insécurité sont localisables dans la frontière soudano-centrafricaine, soudano-tchado-centrafricaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a les phénomènes de contagion, de l'insécurité qui prévaut aujourd'hui au Soudan, qui ont de temps en temps un impact sur le territoire du Centrafrique. Cette constitution va bien au-delà. Si on revient avec le déploiement des forces de sécurité, des forces de police et de gendarmerie. Les forces de police et de gendarmerie centrafricaines, sous la formation de la France, à l'époque, sous la formation de la France, n'avaient pas pu être à la hauteur des enjeux sécuritaires du pays. Quand on regardait le travail des forces de sécurité, des forces de police et de gendarmerie, il restait tout à fait insatisfaisant. Et on observait que ces forces étaient dotées d'un matériel un matériel qui était peu consistant. D'ailleurs, dans leurs entraînements, le grand frère patient est revenu. Quand on formait jusqu'aux militaires, on leur donnait des bâtons. Oui. Des bâtons, et ils devaient simuler des tirs avec la bouche. Oui. C'est-à-dire que face, il y a un ennemi qui a tous les moyens. L'ennemi, lui, il est doté d'un véritable matériel, et lui, il s'entraîne dans les brousses avec ce matériel, mais l'armée régulière s'entraîne avec les bâtons en faisant Et le pays est sous embargo également. Sous embargo, effectivement. Depuis 2013, on a doublé cela d'un embargo tel que l'État ne peut pas s'approvisionner en armes et permettre à l'armée de véritablement répondre à l'insécurité. Alors, aujourd'hui, la République, dans la Constitution, l'article 4 résout, et même le préambule, résout ces problèmes. Parce que lorsqu'il y a l'embargo et que les forces sont mal formées, généralement, on a recours à des partenaires, à des partenaires sécuritaires. Comme le grand frère patient l'a expliqué, ça peut être le Rwanda et la Russie, mais cela est constitutionnalisé. Dans l'article 4, 5 et 6, qui sont relatifs à la question de l'éventualité d'un coup de force, il est clairement indiqué qu'en cas de coup de force ou bien d'agression par une puissance extérieure, le Centrafrique peut recourir à ses partenaires pour garantir la continuité constitutionnelle. Ça veut dire que le Centrafrique a aujourd'hui les moyens constitutionnels de défendre son intégrité à tous les niveaux. Soit par une faction qui se serait levée et aurait pris les armes contre le pouvoir, soit par le fait d'une agression d'une puissance étrangère. Vous savez qu'il y a beaucoup de puissances étrangères qui se prévalent de ce droit d'agression internationale en toute impunité. Eh bien, le Centrafrique dit, en cas d'agression, nous allons faire prévaloir les accords de défense. Ça permet de pallier aux carences que nous avons citées tout à l'heure. Et puis, il y a un élément qui est très important. Le grand frère patient a rappelé, par exemple, les viols des jeunes filles par les militaires français qui étaient ici dans la mission Sangaris. Ils ont violé des petites filles, mais pas que les petites filles. Également des petits garçons. C'est-à-dire que des militaires français qui étaient censés apporter la sécurité, ils s'acharnent contre des petits garçons pour des questions sexuelles. La Constitution est claire dans les articles 14, 15 et suivants. Vous allez suivre. Où il dit, la Constitution dit clairement que désormais, il faut que l'État défende les citoyens contre les agressions, les violences sexuelles. Ça veut dire que désormais, un soldat étranger qui se retrouve en terre centrafricaine et qui viole une jeune centrafricaine ou un jeune centrafricain fera face à toute la dureté de la loi, indépendamment des accords internationaux qui lui ont permis de se retrouver au Centrafrique. C'est des dispositions qui n'existaient pas dans l'ancienne loi. Et c'est des dispositions qui permettent au pays de véritablement s'engager au service de la sécurisation de la personne, du Centrafricain.
Quand vous regardez tous ces éléments, vous voyez que cette constitution, c'est un levier de souveraineté véritable sur le plan sécuritaire. C'est un élément qui va permettre au pays de vraiment articuler sa souveraineté sécuritaire et de se doter d'une armée capable de défendre son pays, mais également des institutions de répression comme la justice qui vont accompagner cette armée. Et c'est d'ailleurs pourquoi la Constitution, dans son préambule, rappelle que le Centrafrique est un État de droit. Parce que parler de sécurité, ce n'est pas parler d'un retour au droit à l'état de nature. Oui. Ce n'est pas la violence gratuite de l'État contre les individus, non. C'est un État qui va utiliser tous les moyens dans le cadre de la répression sécuritaire. Mais ces moyens sont des moyens qui peuvent être encadrés par la loi. L'État du Centrafrique a déjà prévu ça dans cette Je vous relance. L'article 4 que vous avez d'ailleurs cité, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de répondre aux attaques, surtout extérieures, contre ces partenaires aujourd'hui qui collaborent avec la République centrafricaine, une façon de dire, nous assumons nos partenaires et nous avons le droit, parce que vous le savez, vous connaissez la polémique autour justement de ces partenaires dénigrés de l'extérieur aujourd'hui. Est-ce qu'on ne vient pas légitimer justement ce type de coopération? C'est tout à fait un élément de légitimation de cette coopération, de ces nouveaux partenaires. Mais il y a quelque chose de gravissime qui s'est passé ici. Vous savez, moi j'aime voir les médias français parfois, simplement pour l'histoire. Oui. Parce que quand vous regardez, parfois ils ont de très bons documentaires. Vous voyez Michel Rocard qui vient à la télé vous dit « Oh, en Centrafrique, on avait envoyé les commandos pour enlever Bokassa, on a mis Dako. » Naturellement. Une déclaration qui est carrément une déclaration de guerre. Oui. Un ministre, un homme qui a été une haute personnalité de la République française, vient vous dire à la télé que nous avons orchestré un coup d'État en toute impunité. Ça, c'est un élément. Sans s'inquiéter. Sans s'inquiéter. Vous allez suivre Moi, je parle de choses, c'est pas moi qui le dis. Bien sûr. Je prends un autre témoignage. Le témoignage de Noureddin Adam. Oui. Il est réputé rebelle centrafricain. Oui. Jusqu'à présent, il n'a pas changé de camp. Même s'il voulait aller signer les accords à Khartoum. Et lui-même, dans ses témoignages, il nous a rappelé, il nous a fait comprendre que l'ambassadeur de France a retourné tous les autres rebelles contre lui en disant que sa tête est mise à prix. Noureddin Adam, personne ne l'avait forcé de témoigner. Il a témoigné sur une chaîne consoeur que je ne vais pas citer ici. Tout à fait. Et dans cette chaîne consoeur, nous avons suivi le propos de Noureddin Adam. Il dit que les Nations Unies, les Nations Unies prêtaient leur cargo pour le transport des armes qui étaient larguées avec des balises de repérage GPS dans les brousses. Et qui leur donnait les armes? La France. Cet article 4 est clair. Au cas où nous avons des témoignages aussi cohérents qui montrent que la France ou une autre puissance étrangère soutient des rebelles qui menacent l'intégrité nationale, parce que la rébellion, c'est l'aliénation d'une partie du territoire. Donc, c'est une violation de la Constitution. Tout à fait. En ce moment, le pays a le droit de recourir à ses partenaires légitimes, qui sont des partenaires qui ont dûment signé des accords de défense avec lui, pour attaquer cette faction et même pourrait déclarer la guerre à cette puissance. Vous savez, la France a toujours évolué en Afrique avec un régime d'impunité. À partir du moment où le Centrafrique introduit ces éléments dans sa constitution, c'est un message clair adressé à ce genre de pays qui a des comportements, disons-le comme ils sont, des comportements voyous, et de leur faire comprendre que désormais, la république bananière de leur imaginaire n'existe plus. Il existe effectivement désormais une république qui est capable de se défendre et qui est capable de protéger son territoire. Merci à vous, Jonathan Batengene, pour ces explications. Docteur Yamtimba, alors, Jonathan Batengene l'a dit, un message clair envoyé par le gouvernement centrafricain. On a également envie de penser que ce projet de nouvelle constitution vient là dépasser les limites. On n'aime pas trop revenir vers l'ancienne, mais on est plus ou moins obligé, parce que lorsqu'on prend des cas, on l'a rappelé, comment est-ce que le pays était à l'époque, mais lorsqu'on prend également les cas des mercenaires, on en a connu ici, le cas de M. Kignolo,
on avait l'impression d'être en face d'un État qui ne parvient pas à se défendre. Donc, on connaît le sort, on sait où se trouve M. Quignolo aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a l'impression finalement d'être en face d'un État, comme l'a dit Jonathan Bateguene, qui s'assume et qui articule véritablement sa souveraineté. Écoutez, qui articule, qui le proclame, qui le dit, qui l'affirme haut et fort dans ce texte-là, et qui nous donne à penser sérieusement à ce que c'est qu'une doctrine sécuritaire. C'est quoi la doctrine de la sécurité? Ce qui transparaît de ce texte, c'est que vous avez à la fois une approche qui est professionnelle, il faudra une armée, il faudra organiser le président qui est le chef suprême des armées, devra organiser une armée et devra s'assurer de gérer la défense nationale. Oui. Mais ce qui transparaît également de tout ce texte-là, c'est que la défense de ce pays devient une défense populaire. C'est tous les citoyens qui sont concernés par la défense du pays. C'est tous les citoyens qui vont, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, partout où ils sont, devoir s'engager à défendre leur pays. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? De quoi faut-il d'ailleurs assurer, ou à quoi faut-il assurer la sécurité dans ce pays? Que faut-il sécuriser réellement dans ce pays? Parce que il faut bien que l'on comprenne pourquoi cette question est fondamentale. Pourquoi elle transparaît du préambule jusqu'à la fin, jusqu'aux dispositions finales. Cette question transparaît parce que le Centrafrique estime qu'il y a un peuple à protéger aujourd'hui. Ce peuple a connu des moments qui ont failli, on ne le répète pas assez. Ce peuple a connu un génocide au début du siècle dernier. La moitié de la population de ce pays a disparu en 4 ans, entre 1928 et 1932. Dans ce qu'on a appelé le Congo-Wara, la guerre du Congo-Wara. La moitié de la population. Donc il faut protéger ce peuple-là pour qu'il puisse avoir la possibilité de jouir de ses droits. Parce que les droits qui sont dans cette constitution, ce n'est pas pour que ce soit les feuilles de palmier qui en jouissent. Il faut qu'il y ait un peuple, et c'est ce peuple-là qui va en jouir. Il faudrait que ce peuple-là puisse faire de l'agriculture, que ce peuple-là puisse se former, construire des usines, des routes, des voies ferrées, aménager des voies fluviales. Il faut que ce peuple-là libère sa créativité artistique, scientifique, technologique, etc. Donc, il faut protéger ce peuple. Mais il faut assurer la sécurité d'autres choses aussi. Tout à fait. Il faut assurer la sécurité des activités de ce peuple-là. Parce qu'il va devoir faire de l'agriculture, il va devoir gérer des investissements. Ce peuple-là a besoin de s'administrer, donc d'avoir une administration publique. Et ce peuple-là a besoin de mener beaucoup d'activités comme des activités sportives. Les jeunes centrafricains ont besoin d'entendre d'autres cris que des cris de l'heure qui tombent. Des cris, par exemple, dans le stade, parce qu'on joue au football. Des cris, par exemple, de ceux qui exultent quand on joue au basketball. Des cris de ceux qui font le marathon de Bangui. D'ailleurs, je crois qu'il faut absolument un marathon à Bangui. C'est cela, il faut protéger ce peuple-là. Mais il faut protéger les ressources naturelles de ce pays. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut soustraire ces ressources à la prédation naturelle. Rappelons que ce pays a été le théâtre de batailles féroces entre les Anglais et les Français, pas parce que le peuple centrafricain leur plaisait beaucoup, mais parce que, après, à la conférence de Berlin, ils avaient 2 objectifs simples. Trouver des matières premières, sécuriser l'approvisionnement à partir des sources, et ensuite sécuriser les débouchés où ils viendraient déverser les produits manufacturés à partir de la transformation de ces matières premières. C'est une économie cyclique. Vous produisez les matières premières et on vous ramène les produits issus de leur transformation et le cycle recommence. Donc vous avez cela, mais in fine, il faut protéger, avant des choses, il faut protéger le territoire. Parce que les ressources humaines, dont le peuple, les ressources naturelles, les activités que ce peuple-là va mener sur tous les aspects se tiennent dans un territoire. Et il faut protéger ce territoire parce que ce territoire-là permet de construire l'état de droit. Et cet état de droit-là permet de maintenir un jeu politique ouvert et inclusif. Parce qu'il faut rassurer tout le monde. Ce sera un jeu politique ouvert et inclusif, mais il n'est possible, ce jeu politique-là, que si le territoire est sécurisé et que l'état de droit prévaut. Et en même temps, il faut que ce territoire soit sécurisé pour que fonctionnent les institutions républicaines.
qui ont pour but, naturellement, de développer le pays et de construire quelque chose qu'on retrouve dans cette constitution et qu'on appelle le bonheur de tous. Cette expression est dans cette constitution. Le bonheur de tous. C'est ça les préoccupations. Et in fine, il faut protéger ce pays d'une certaine communauté internationale qui s'est arrogée un certain nombre de droits dans ce pays. Je ne vais pas revenir sur les détails parce que ça a été abondamment dit, mais je vais quand même dire une chose. C'est que cette communauté internationale se donne des droits comme le décanat, d'être porte-plume. Il faut que ça cesse. Ça qui a conduit à la présence de la MINUSCA ici. On aime bien que la MINUSCA soit venue avec tout ce qu'elle peut faire. Mais les brebis galeuses qui ont provoqué, qui ont été pris malheureusement en faute dans ce pays, on aurait pu éviter tout cela si on n'était pas arrivé, si le territoire avait été sécurisé, si la sécurité avait été assurée à ce peuple. Et ça nous permet de dire au passage que cette MINUSCA qui est présente, et par le fait de son porte-plume, dont Batingena a rappelé toute l'action déstabilisatrice ici dans ce pays, eh bien, je pense que ces 674 milliards de francs CFA auraient été bien mieux gérés, bien mieux dépensés par les Centrafricains eux-mêmes. Parce qu'au fond, quel est l'objectif des Centrafricains? C'est le bonheur de tous. Mais je ne suis pas tout à fait sûr que c'est cela que ça assure. Et vous voyez que lorsqu'on sait pourquoi, qu'est-ce qu'il faut sécuriser, à quoi il faut assurer la sécurité, on comprend donc les dispositions constitutionnelles qui se trouvent dans ce texte. Il faut souvent montrer ce texte aux Centrafricains, c'est leur texte. On comprend les dispositions constitutionnelles qu'on y trouve et les institutions qui vont aider dans ce sens-là. Et je vais ramasser trois éléments rapidement, parce qu'on ne va pas parler éternellement. Le premier élément, c'est les traités internationaux. Vous allez les trouver dans les articles 139, les articles 65. Parce qu'il faut que les Centrafricains comprennent que nous prenons tout dans ce texte et ils ont intérêt à le lire parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires. Les traités internationaux. Vous comprenez fort bien que, par exemple, il faut sécuriser ce pays pour qu'il ne soit plus l'objet qu'il soit plus, si vous voulez, ce qu'on appelle, qu'il n'ait plus la tutelle de quelque autre pays au niveau de l'ONU, etc. Et donc l'article 39 va dire que le président de la République, l'article 65 va dire que le président de la République, lui, il peut négocier, initier et signer les traités internationaux. Ça veut dire qu'il n'y a plus quelqu'un qui va parler au nom du Centrafrique, qui va faire les choses pour le Centrafrique, qui va décider que certaines missions de l'ONU peuvent être importantes pour le Centrafrique. Il n'y a que le président de la République avec l'Assemblée nationale et toutes les institutions qui pourront le faire. Ce d'autant plus que vous avez d'autres institutions du groupe de l'ONU comme le groupe Banque mondiale qui pourraient, grâce aux négociations ouvertes, aux négociations menées uniquement par le président de la République sans contrainte, arriver à faire comprendre que les conditionnalités qui sont souvent attachées au financement peuvent malheureusement avoir un effet contre-productif alors que le pays, lui, il est disposé à laisser la porte ouverte à tous les partenariats possibles et à pouvoir amener le reste du monde à venir ici en Centrafrique trouver les réponses à la fraternité humaine. Et je crois que lorsqu'on a pris tout cela, on arrive à comprendre que les traités internationaux tels qu'ils pourraient être libellés ou négociés par le président de la République vont tenir compte uniquement d'une seule chose, parce que le président est lié par tous les éléments du préambule qui doivent concourir tous au bonheur de tous. La question de la nationalité dans le cadre de la gestion de la sécurité, les dispositions finales disent que vous devez être centrafricain tel que la nationalité le définit pour occuper les hautes fonctions civiles et militaires. D'origine. Très souvent, quand nous parlons de la défense et de l'organisation militaire d'un pays, nous oublions que c'est d'abord les ressources humaines qui font fonctionner tout ça. Quand on parlait tout à l'heure de former les gens avec les bâtons, de former, les Russes, eux, ils ne forment pas les gens avec les bâtons. Les Rwandais, eux, ils ne forment pas les gens avec les bâtons. Et ça montre qu'il va falloir être sûr que celui qui finalement tient une arme à feu dans ce pays ne la retournera jamais contre ce pays. Celui qui est dans le niveau de décision de ce pays et qui devra à chaque fois pouvoir s'occuper soit de définir la doctrine militaire, soit d'être impliqué en politique, ne va pas du tout retourner cela parce qu'il serait victime de compromission ou de manipulation particulière. Je finis par une chose qui est l'intégration africaine. La question de la sécurité dans nos pays
doit toujours tenir compte du fait que nous avons été défaits ensemble, nous allons nous relever ensemble. Il est évident que dans cette constitution où le peuple centrafricain dit « nous sommes ouverts non seulement au monde entier, mais particulièrement à nos voisins pour que nous puissions former un ensemble beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant », eh bien, il en sortira une défense, une armée, une industrie de l'armement, une capacité d'anticipation sur les crises qui vont permettre que 300 millions de personnes de la CEAC, si nous commençons par un État sous-régional, eh bien, ça formera un ensemble beaucoup plus puissant qui résistera mieux à tous les risques qui sont faits. Imaginez que cela soit porté au niveau d'un État continental de 1,5 milliard de personnes et qui pourrait donc mieux assurer la sécurité de tous les Africains. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment en disant que la question de la sécurité pour ce pays, contrairement à d'autres qui ont pu se créer peut-être dans un cadre moins stressant que celui-ci, est une question fondamentale et est l'une des bases qui permettront, soit, si on l'assure, de construire le développement de ce pays, soit, si on ne l'assure pas, de ne pas le construire. Mais cette constitution nous donne les moyens de penser et la conviction que tout a été pris en tant que disposition institutionnelle pour y arriver. Docteur, vous avez abordé un chapitre très important lié notamment à la prévention des crises qui échappent souvent aux autorités africaines en général et plus particulièrement en Centrafrique. Nous savons pertinemment que la République centrafricaine, dès son accession à la souveraineté nationale, est confrontée à plusieurs séries de conflits armés. Il y a aujourd'hui, jour pour le jour, plus de 20 coups d'État manqués en République centrafricaine avec pour résultat les crises socio-économiques qui ont émaillé, n'est-ce pas, son décollage économique et également émaillé son tissu économique. Aujourd'hui, la République centrafricaine emprunte une nouvelle trajectoire avec une nouvelle constitution. On parle aujourd'hui de la 7e République. Comment, selon vous et votre analyse, arrêter cette hémorragie définitivement? Mais écoutez, par les dispositions constitutionnelles qui sont prises. Lorsque vous avez des dispositions qui rassemblent tout le monde, en fait, ça vise à sécuriser le pays. La chambre, par exemple, de la chefferie traditionnelle participe de cette démarche de la gestion de la sécurité du pays par l'inclusion. On doit inclure tout le monde. À partir du moment où vous avez une chambre dans laquelle se trouvent tous les chefs, tous les sultans, tous les rois, vous comprenez qu'en fait, c'est la totalité du pays qui est appelée à toujours s'asseoir et pouvoir discuter. Ça revient à notre arbre à palabre traditionnel en Afrique. Donc, il y a dans cette constitution des dispositions très étonnantes, très étranges, qui peuvent surprendre beaucoup de gens, mais qui montrent que le peuple ou le pays, en fait, est préoccupé par 2 ou 3 choses rapides, que je vais dire rapidement. Il faudrait s'assurer qu'on ait toujours un consensus national. Le consensus ne se décrète pas, il se construit. Et pour qu'il se construise, vous devez avoir tout, vous pouvez pouvoir réunir tout le monde. Là, vous avez donc, par exemple, la chambre de la chefferie traditionnelle, mais vous avez également toutes les dispositions qui permettent au président de recourir au référendum à tout moment. Et vous avez également, par exemple, la constitutionnalisation de l'opposition qui permet de sacraliser et de protéger la liberté d'expression et la possibilité d'un échange permanent entre le pouvoir et l'opposition. Vous avez une deuxième chose par laquelle je voudrais conclure, c'est que au niveau de cette constitution, vous avez en fait les droits, la protection des droits des citoyens. Si les citoyens ont leurs droits protégés d'une manière efficace, ils ne ressentiront pas nécessairement le besoin de se lever contre leur propre pays pour pouvoir conquérir des positions qui ne leur sont pas dues. Le respect des droits des citoyens, le respect de la propriété privée de chacun, le fait qu'on ouvre, l'État dise « je vais former tout le monde en garantissant l'éducation de façon gratuite
jusqu'à l'âge de 16 ans, montre qu'on veut construire une société du consensus, une société du dialogue, une société de la tolérance. Merci à vous, docteur Yamb. On va poursuivre, donner la parole au président Matomba, qui est bien sûr avec nous. Beaucoup ont parlé, lorsqu'on regarde l'histoire, bien sûr, de ce pays, on parlait d'ailleurs de complot international. Il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, complot international contre la République centrafricaine. Lorsqu'on voit la forte présence, quand même, militaire étrangère dans ce pays, mais à côté de cela, un paradoxe, l'insécurité qui a bien sûr animé pendant des années ce pays, les accords de coopération, l'embargo, comme l'a rappelé Jonathan Bateguele, mais on ne comprenait pas pourquoi, malgré tous ces acteurs, la présence de tous ces outils, le pays est resté dans l'insécurité jusqu'à un passé très récent. Et on parle de complot international. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser des questions là-dessus parce que les raisons, ou alors la raison, est tout trouvée. Le pays est un pays riche. Oui. L'insécurité n'existe que dans des pays riches. Prenez l'exemple des pays qui se construisent et qui se développent très rapidement. Oui. Vous avez des formes de banditisme évoluées qui arrivent subitement aussi. Au fur et à mesure qu'un pays se développe, il y a du grand banditisme qui arrive. Et vous avez donc, quand vous prenez cela, vous observez le Centrafrique, vous vous dites, pourquoi cette insécurité perdure, si vous voulez. Et vous vous rendez tout de suite compte que, en fait, le Centrafrique paye le prix de sa richesse. Vous n'avez pas une autre explication pour cela. Mais Madame Siké, je vais peut-être vous faire, c'est pas vous ramener dans l'histoire. J'aime souvent le dire, ce n'est pas la durée du temps qu'on fait en tant que pays indépendant qui développe un pays. Vous savez que Haïti a plus de 200 ans d'indépendance. Oui. Et Haïti est le premier pays noir à s'être battu pour l'indépendance. Savez-vous pourquoi aujourd'hui Haïti est considéré comme le pays le plus pauvre au monde? Le plus pauvre du monde, oui. L'insécurité est permanente à Haïti. Des coups d'État, des coups de force, des forces qui vont même intervenir. Mais aujourd'hui, Haïti est contrôlé par des groupes armés. Oui. Le Centrafrique a 65 ans d'indépendance. Depuis 1958. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le Centrafrique se retrouve dans cette situation? Évidemment, il ne faudrait pas chercher loin. C'est les ressources. Et on aime à le dire, pour détruire un pays, il faut détruire son système éducatif. Lorsque vous avez détruit le système éducatif d'un pays, vous avez donc des citoyens qui sont maniables, manipulables, parce qu'au-delà des attaques étrangères, lorsqu'ils arrivent, ils utilisent qui, selon vous? Les citoyens, des Centrafricains. Les étrangers arrivent, on est tous d'accord qu'il y a des étrangers qui viennent. Mais il y a des citoyens centrafricains qui ouvrent les portes, qui ne comprennent pas les enjeux, qui ont mis l'intérêt personnel devant au lieu de l'intérêt national. Et aujourd'hui, quand on observe, et je vais vous dire une chose, un État généralement n'a pas une durée de vie. Contrairement à une entreprise où on peut vous dire vous avez 99 ans et plus. Ouais. Ou alors un être humain qui sait que voilà, à partir de 70, 80 ans, vraiment, il faut déjà commencer à réfléchir comment. Mais un État n'a pas une durée de vie. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, c'est en réalité le résultat d'un bilan. D'un bilan des années d'indépendance jusqu'à ce jour, d'un bilan de la coopération depuis des années jusqu'à ce jour. Parce que lorsqu'on observe depuis les indépendances, pourquoi est-ce que le Centrafrique est dans cette situation? La réponse est tout trouvée et est confinée dans ce document, ce projet de constitution. Oui. Ça veut dire que le Centrafrique a eu le courage que plusieurs pays n'ont pas. De dire à un moment donné, on s'arrête. Parce que ce n'est pas avec 200 milliards que vous allez construire le pays. Ce n'est pas avec 200 milliards que vous allez sécuriser 623 000 kilomètres carrés. Aujourd'hui, le pays qui sert de tutelle ou qui servait de tutelle au Centrafrique, c'est la France. 551 695 kilomètres carrés. C'est-à-dire, il est plus petit que le Centrafrique, mais c'est lui qui sert de tutelle. Comment vous expliquez ça? Entre parenthèses,
il est dit qu'il est plus riche que le Centrafrique. Ce qui est une aberration. Ce qui est une aberration. Pourquoi maintenir le Centrafrique dans cet état? Alors, la réponse aujourd'hui vient de ce projet de constitution qui, n'est-ce pas, a fait le bilan des années d'indépendance, de l'origine de l'instabilité, de l'insécurité, de l'appauvrissement, et est confiné donc dans ce document qui est le projet de constitution. Il fait aussi le bilan de la coopération. Parce que, voyez-vous, Madame Siké, votre question, elle est très pertinente. Qui sont ceux qui coopèrent depuis militairement avec le Centrafrique? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il y ait des groupes armés qui existent encore au Centrafrique, malgré cette coopération depuis plusieurs années? À un moment donné, le bilan se fait. Lorsque vous allez au Congo, vous avez la MONUSCO, comment on appelle ça là-bas? MONUSCO, qui est depuis plus de 20 ans. Mais c'est des foyers de tension. C'est des foyers et des foyers de tension. Vous avez la MINUSCA qui s'est installée complètement depuis plus de 10 ans en Centrafrique, mais c'est des foyers de tension. C'était des foyers de tension. Vous avez au Mali cette force aussi qui était de ce côté-là positionnée, elle va partir, elle va partir très bientôt. C'était des foyers de tension jusqu'à ce que le Centrafrique bascule vers un nouveau type de coopération pour réussir à sécuriser son territoire. Pourtant, des vieilles coopérations, en l'occurrence celle de la MINUSCA, de la France, y étaient depuis plusieurs années. Tout à fait. Mais des foyers de tension, des coups d'État, des ceci, des hommes armés arrivaient jusqu'aux portes du palais. Vous expliquez ça comment? Mais en réalité, aujourd'hui, le Centrafrique a fait donc un stop. Et les autorités éclairées se sont dit, il est temps de faire le bilan. Parce que si nous continuons dans cette lancée, 200 ans, nous trouverons dans une misère totale et les populations payeront le prix de ce qu'elles n'ont jamais cherché. Et à un moment donné, il faut s'arrêter. Parce que vous avez toutes les institutions, le docteur Yam citait ici la Banque mondiale, qui sont tout simplement des bras armés de ces pays qui ont décidé d'appauvrir nos pays. Parce que bien quand ils viennent, ils vous disent, on vient vous aider, on va vous donner tel. Mais après, ils viennent vous dire comment vous devez utiliser cet argent. Tout à fait. Pourquoi pensez-vous que nous ne parvenons pas à avoir des véritables usines de transformation dans nos différents pays? Ben, on vient nous donner de l'argent pour le fonctionnement, pas pour l'investissement réel. Et pourtant, nous avons besoin d'investir. Nous avons de la matière première. Quand vous prenez le cas de la France, c'est vrai que je n'aime pas trop citer, la France a 11 raffineries de pétrole. Et aucun puits de pétrole dans le pays, c'est ça. Vous expliquez, le pétrole qui est raffiné. Ça vient d'où? Est-ce que pour les matières premières? Est-ce que dans les pays où ce pétrole est tiré du sous-sol, ces pays ont des raffineries? La réponse est non. Non. C'est une exploitation. Mais en réalité, c'est parce qu'on a détruit ce que nous avions du cher, qui était notre éducation, pour nous asservir. On nous a présenté tout ce qui est immoral comme étant des valeurs. On nous a dit que c'est lorsque vous avez des grosses voitures que vous êtes respecté. On nous a dit que c'est lorsque vous avez une maison à Paris que vous êtes respecté. On nous a dit que c'est lorsque vous avez un passeport rouge que vous êtes respecté. En réalité, on a tué ce que nous avions à nous. Et nous avons donc ouvert la porte à ce type de banditisme, de terrorisme, parce que c'est le mot en fait que nous devons utiliser pour qualifier ce qui se passe ou alors ce qui se passait encore dans certains de nos pays et en particulier en Centrafrique. Donc aujourd'hui, la Centrafrique répond aux besoins de son peuple. Parce qu'à un moment donné, Madame Siké, même dans vos vies, vous vous arrêtez pour faire un bilan. Bien sûr. Si vous avez marché avec le doyen Parfum d'Homme depuis plusieurs années et que vous vous rendez compte que le doyen ne vous a rien apporté dans votre vie, pourquoi vous allez continuer à marcher avec lui? Essayez avec le docteur Yam. Essayez avec Jonathan Batengene. Et essayez de voir. Ne vous dites pas en essayant, ça veut dire que vous devenez sous tutelle. Non. Vous devez avoir votre indépendance. Parce que les indépendances qui ont été, entre parenthèses, prononcées ou données dans les années 60, 58 et autres, en réalité, on se rend compte aujourd'hui que
elles n'étaient pas véritablement des indépendances. Parce qu'en réalité, C'est à contre-cœur. on s'appuyait sur une loi fondamentale qui nous empêchait de travailler véritablement dans nos différents pays. Oui. Et aujourd'hui, ce qui se passe est historique, que ne pas prendre part à ce qui se passe aujourd'hui en République de Centrafrique, ça veut dire que vous refusez d'être parmi ceux qui écrivent l'histoire. Laissez-moi vous relancer, Président Matomba, je vous en prie. Dans l'un de vos billets, vous avez l'habitude justement de publier, vous êtes revenu sur l'hypocrisie, entre autres, des puissances étrangères de ces différentes missions. Vous avez pris dernièrement le cas, ou alors l'exemple de ce qui se passe de l'autre côté de l'Ukraine avec ces différentes. Vous avez dit, vous pouvez, quand il s'agit des États occidentaux, entre autres, vous allez me corriger, on envoie, on forme justement les militaires de ces pays et on rentre, on renvoie ceux-là qu'on a envoyés, contrairement justement dans nos États africains où on envoie ces missions, comme le cas de la République centrafricaine, où ces éléments restent sur le territoire. On se rend compte que les militaires ou les forces de défense ne sont finalement pas formés. Là, c'est l'insécurité perdure. Donc, on voit, entre autres, une autre forme, en tout cas, d'hypocrisie, justement, internationale. Mais c'est loin d'être... le mot hypocrisie est beau, en fait, pour qualifier ce qui se passe. C'est du terrorisme. Ce sont leurs mots, il faut le leur renvoyer. Oui. Pour la simple raison, vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Oui. L'Ukraine est demandeur d'hommes pour défendre le territoire. Le territoire, oui. Tout le monde dit, on ne peut pas vous envoyer des hommes, on va vous envoyer des armes, on va vous donner de l'argent. On va former vos hommes. Ils ont même pris près de 2000 hommes pour former en Europe seulement, pour parler de l'Europe. Tout à fait. Pour former en Europe. Mais lorsqu'il y a des problèmes en Centrafrique, on vous dit, vos hommes ne sont pas capables de gérer la situation. Nous allons venir vous aider. Sur place, oui. Pourquoi vous ne prenez pas 2000 hommes en Centrafrique, vous formez, vous leur donnez du matériel, vous leur donnez de l'argent, vous leur dites, luttez contre ceux qui viennent envahir votre territoire. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais lorsqu'il s'agit d'un pays qui se trouve, en tout cas, dans votre zone, vous estimez que non, ces hommes-là méritent plutôt d'être formés. La France en a formé plus de 300 Ukrainiens, tout récemment. Je vais vous épargner des milliards qui ont été investis. Oui, investis, oui. Vous pouvez me dire combien on a investi en Centrafrique pour lutter contre le terrorisme ici? Ou pour lutter contre les groupes armés? Non. On investit, on donne des moyens, entre parenthèses, aux armées étrangères pour venir lutter avec des insurgés, comme on peut les appeler, ou des rebelles. Parce qu'on ne les appelle même pas rebelles, mieux. On les appelle des groupes armés. Attention, politico-militaires. on les appelle des groupes armés, des groupes politico-militaires. Ouais. Là encore, regardez l'hypocrisie, n'est-ce pas, de cette communauté dite internationale. Ouais. Parce que lorsque la guerre se passe de l'autre côté, tout de suite, on dit c'est une agression d'un pays. C'est des terroristes qui attaquent. Mais lorsque ça se passe en Afrique, et surtout au détriment des intérêts de ces derniers, ils vous disent que non, c'est des groupes armés, il faut les écouter. C'est des groupes politico-militaires, il faut discuter avec eux. Mais chez eux, ils vous disent, on ne discute pas avec les terroristes. Madame Siké, je vais aller plus loin. Pour avoir une arme dans un pays, il y a des textes qui régissent cela. Un civil ne peut pas porter l'arme n'importe comment. Il doit avoir un permis de port d'arme. À partir du moment où vous portez une arme de façon illégale, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui est qualifié comme un rebelle. Ou alors quelqu'un qui viole les tests et vous devez être arrêté. D'où vient cette histoire que vous avez des individus dans un pays qui portent des armes et on demande à ceux qui ont le droit, le pouvoir de les regarder, de discuter avec eux. De discuter. Au lieu de demander à ceux qui ont le pouvoir, au lieu de laisser ceux qui ont le pouvoir désarmer tout simplement ces derniers et les mettre en prison. On vous demande de discuter avec eux. Donc c'est important de dire qu'il y a une véritable hypocrisie et il faut le dénoncer. Il faut la dénoncer. Il faut que les uns et les autres comprennent
que ce qui se passe ailleurs, on ne peut pas continuer à prendre les Africains pour des valets. Et le Centrafrique répond donc, par cette constitution, après avoir fait le bilan de tout ce qui se passe, répond aux problèmes liés au développement et à la sécurité. J'ai l'habitude de dire que nous avons notre premier problème en Afrique en général, c'est le problème de sécurité de nos frontières. Nous avons des frontières poreuses, avec 623 000 km². Si ce territoire était véritablement sécurisé, vous pensez que qui devait se permettre, n'est-ce pas, d'entrer avec une seule arme dans ce pays, depuis les frontières. Mais là, je pense que le Centrafrique est en train de résoudre ce problème. Mieux, Madame Siké, pour vous montrer combien l'hypocrisie n'a pas de limite. Chaque fois qu'on va vous dire dans l'un de nos pays, que ce soit le Centrafrique ou des pays voisins, qu'une exploitation minière va commencer dans telle zone et que des gens sont en train de mener des recherches, si ces gens ne sont pas de nationalité occidentale, plus précisément, vous verrez qu'il y a un groupe armé qui atterrit là-bas, qui arrache tout le matériel, qui tue des gens, qui fait ceci et cela, et qui instaure la peur pour que ces derniers puissent partir. Mais jusqu'à quand nous allons payer le prix des richesses qui sont les nôtres? Parce que le paradoxe, c'est de dire que le Centrafricain est pauvre et pourtant il est riche. Le paradoxe, c'est de dire que la Centrafrique est un pays pauvre et pourtant la Centrafrique est un pays très riche. Compté parmi les plus pauvres. Donc il est important aujourd'hui de dire que ce projet de constitution, je ne dirais pas assez, est une réponse au véritable développement et à l'indépendance du Centrafrique. Je voudrais rebondir. Justement, vous avez passé en revue la genèse de l'histoire politique en République centrafricaine, caractérisée par les différentes crises sociopolitiques en Centrafrique, qui aujourd'hui éternisent le pays dans le socle du sous-développement. Je voudrais tout simplement rappeler qu'au lendemain de la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation APPRR au Soudan, discuter de fond en comble avec les leaders des groupes armés, signé le 6 février 2019, si j'ai bonne souvenance, en République centrafricaine, on devait procéder à la dissolution des groupes armés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne devait plus parler de groupes armés. Malheureusement, ces groupes armés sont encore opérationnels et continuent à œuvrer auprès de la paisible population. Alors, comment expliquer tous ces engagements pris au niveau de l'accord politique de paix et qui n'est pas respecté malgré que le gouvernement a fait son pas pour intégrer, même si vous voyez au sein du gouvernement, il y a des représentants de groupes armés. Le gouvernement à 99% a pu appliquer à la lettre ces engagements. En ce qui concerne les groupes armés, nous continuons aujourd'hui à suivre la désolation au sein de la population. Comment expliquer ce phénomène? Vous savez, la réponse est simple. Dans une guerre ou dans une bataille, dans une lutte, j'aime souvent le dire, si un groupe veut lutter et l'autre ne veut pas, il n'y aura pas de lutte. Ça veut dire que lorsque vous sentez qu'en face, il y a un fort, si vous vous sentez faible, vous n'allez pas à la bagarre et puis c'est fini. Le gouvernement, il ouvre, il dit, venez, on s'assoit, on construit le pays. Mais de l'autre côté, ils ont des soutiens dont ils estiment qu'ils sont au-dessus du gouvernement. Des intentions cachées. Ça veut dire qu'ils restent, ils résistent parce qu'ils sont soutenus. Et pour eux, ceux qui les soutiennent sont au-dessus, n'est-ce pas, de l'État centrafricain. C'est simple. Je vous prends un exemple. Il y a quelques jours, j'étais dans un avion et puis j'ai rencontré, en passant, je ne vais peut-être pas le citer, un humanitaire qui travaille en République centrafricaine. Curieusement, il me dit, nous, on n'est pas très intéressés par le référendum. J'ai dit, et pourquoi? Il dit, non, nous, on soutient les élections, mais pas le référendum. Il dit, mais le territoire est véritablement contrôlé maintenant par le pouvoir. Il dit, oui, mais tu sais, nous, on discute très bien avec les rebelles. J'ai dit, vous discutez avec les rebelles? Oui, mais ils ont les téléphones qui sont connus. Nous, on a les téléphones. Quand on va aller mener une action dans un territoire qui contrôle, on les appelle. J'ai dit, vous les appelez? Il dit, oui, c'est comme ça que ça se passe. On les appelle et puis ils nous donnent l'autorisation. Mais vous savez,
l'un des premiers éléments pour réussir à sécuriser le pays, c'est de faire partie de tous ces gens qui disent qu'ils sont venus aider le pays. Et le pays, depuis toujours, est plongé dans l'instabilité et l'insécurité. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas intérêt à ce que le pays se stabilise parce qu'ils vivent de ça. C'est leur intérêt. Non, ils vivent de ça. C'est leur travail. En réalité, si le pays se stabilise aujourd'hui, vous connaissez combien de personnes vont perdre l'emploi? Oui, mais parce que au niveau des Nations Unies, au niveau de la MINUSCA, il faudra réduire le nombre de personnel. C'est le cas des humanitaires. C'est des milliers de personnes qui vont perdre de l'emploi. Il faut donc les maintenir, il faut les garder, il faut créer des foyers de tension pour que ces derniers puissent exister et résister. Effectivement. Et par conséquent, entretenir donc ceux qui sont considérés comme étant des groupes rebelles. C'est pour ça que lorsque ce projet de constitution que j'ai pris le plaisir de feuilleter, de lire, de fond en comble, je comprends que la République centrafricaine a décidé, n'est-ce pas, de résoudre ce problème, définitivement. Parce que, voyez-vous, je suis persuadé d'une chose. Après l'adoption de cette constitution, des grandes choses vont se passer concernant la sécurité de ce pays. Des grandes choses vont se passer. Et il est inadmissible aujourd'hui que des gens décident et vous disent on vient demain parce que vous n'avez pas la possibilité de gérer la sécurité dans votre pays. Ils s'installent, ils font 10 ans, 20 ans, 30 ans et vous n'êtes pas en sécurité. Donc c'est important de dire que ces groupes armés résistent parce qu'ils ont des soutiens. Et ces soutiens, à partir du moment où on les a identifiés, on les met hors d'état de nuit, les groupes armés vont disparaître. Merci à vous, Président Matombo. On rappelle que tout à l'heure, avec le concours de la réalisation, on prendra 2 éléments. Bien sûr, vous le savez, l'équipe de For You Media est sur le terrain et prend aussi l'avis de la population en ce qui concerne ce référendum constitutionnel. Donc tout à l'heure, peut-être le temps de rééquilibrer un peu ici sur le plateau. Passion parfaite, donc tout à l'heure, vous parliez justement d'un article qui pourrait justifier plus ou moins cette garantie, du moins d'un élément, je vais le dire comme ça, la garantie au niveau sécuritaire en ce qui concerne ce projet de nouvelle constitution en RCA. Je suivi avec beaucoup d'intérêt le développement du président Matombo tout à l'heure. Oui. Je crois que à l'entame de son propos, il a tout dit. Le véritable problème de ce pays, c'est la question de la souveraineté de ce pays vis-à-vis de son sol et de son sous-sol. Oui, c'est richesse. C'est richesse. C'est la question des richesses de la République centrafricaine, bien de Centrafrique, qui est à l'origine de tout ce que vous avez expliqué pendant depuis que nous sommes là. Oui. Et c'est lui qui explique le déni de liberté, d'indépendance, de souveraineté à ce peuple, par des peuples venus d'ailleurs, par ces capitalistes impérialistes que nous avons connus. L'histoire de la Centrafrique est claire là-dessus. Vous allez voir, à chaque moment, que ce peuple va être tenté d'affirmer sa souveraineté, on va lui créer des situations d'insécurité, de rébellion, etc. Des faux problèmes. Ce pays, quand même, sitôt la France réglait le problème avec et les Allemands, parce que, comme l'a dit, il n'y avait pas que les Allemands, la confrontation avec les Allemands, avec les Belges, avec les Anglais sur ce sol. Sitôt qu'ils avaient fini de régler ce problème et que maintenant le territoire leur revenait, d'ailleurs qu'ils avaient inclus après dans l'Afrique équatoriale française, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils découpent le pays. Ils donnent le pays en concession à des exploitants français qui cotent ces concessions en bourse et s'enrichissent de monnaie éhontée. C'est ça qui est la source de la guerre de la révolte de Carino et la guerre de Congo-Wara. C'est ça la base. Et qui sera accentuée évidemment par les travaux forcés avec le chemin de fer Congo-Océan. Mais mieux encore, pour montrer le refus total de ceux qui se proclament les champions de la démocratie à accepter que ici, sur ce sol, on puisse avoir une souveraineté endogène bien assumée. Je vous rappelle que Barthélemy Bonganda proclame l'indépendance de la Centrafrique en 1958. Ne l'oublions pas. Oui. En mars 59, il est éliminé. Oui. On le remplace par David Dako, lui plus tard aussi qui sera dégagé parce qu'il va prendre langue avec les Chinois. Qu'est-ce qui explique donc en 58
Boganda proclame l'indépendance de la République centrafricaine. Mais curieusement, on vous dit que la République centrafricaine est indépendante seulement depuis le 13 1960. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement le déni de la volonté de ce peuple d'assumer sa propre sécurité, sa propre indépendance, sa propre liberté. Et ce déni-là a quel objectif? Continue de faire même basse, même sur les richesses de ce pays. Et c'est ça qui explique le génocide que j'avais expliqué tout à l'heure. Parce que de toute façon, si vous êtes ramené à une portion congrue, vous n'avez même plus les forces de pouvoir défendre votre espace vital, et d'où le génocide qui a été perpétré contre ce peuple-là. Et donc, quand on revient à ce, j'appelle la refondation, ce renouveau de l'indépendance, la liberté, la souveraineté de la Centrafrique, à travers cette constitution qu'on nous propose. Vous avez l'article 9, qui parle de la question de la souveraineté de ce pays. Et dans cet article 9, tenez-vous bien, on vous dit, l'État exerce la plénitude de sa souveraineté sur la totalité des ressources de la République centrafricaine, qu'il exploite pour son bien-être et pour le bien-être évidemment du peuple centrafricain. Les ressources naturelles du sol et du sous-sol appartiennent au peuple centrafricain qui en jouit librement et conformément à la loi. C'est une déclaration de guerre, je peux vous le dire. C'est une véritable déclaration de guerre. Donc, c'est dans le... je le dis pour nous, ceux qui ne l'ont pas encore, c'est dans le chapitre 1er qui parle de l'État et de la souveraineté. Article 9. C'est le nœud de problème, président Matoma. Toutes les contradictions que vous voyez dans ce pays. On refuse l'école. On instrumentalise les fils de ce pays pour continuer à défendre une constitution d'un régime de transition avec des aberrations incroyables qui nous ont été expliquées par tous les constitutionnalistes et par le président Gamanati de Niroma ici. Ça vise une seule chose, continuer à exploiter de manière éhontée les richesses de ce pays et ne pas mettre ces richesses-là à la disposition du peuple souverain de Centrafrique pour son propre bonheur. C'est ce que Yambou vous explique quand il fait référence aux chiffres, vous montrer que vraiment c'est un pays où normalement aurait dû couler du lait et du miel pour ces populations-là. Donc moi je crois qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel. Et vous allez le constater sur le plan géopolitique, et tout à l'heure le président Matouba, heureusement il est encore revenu là-dessus, pour voir comment les traitements de 2 poids 2 mesures. Quand on prend la crise centrafricaine, ukrainienne, c'est plus de, ils ont presque d'atteindre 100 milliards. 115 milliards de dollars d'aide à ce pays. 115 milliards de dollars d'aide à ce pays, soi-disant, pour affronter la Russie. Il n'y a pas de force de l'ONU là-bas. Et il n'y a pas de forces de l'ONU là-bas. Il n'y a pas les MINUSCA, les MINUSMO, les G5 Sahel, les Sangaris et tout ce que vous voulez. Il n'y a pas ça là-bas. C'est guerre d'intérêt. Pourquoi? Alors que nous sommes tous soi-disant des États libres, nous sommes tous membres des Nations Unies, on devait avoir le même traitement sur le plan international. Il n'y a pas d'équilibre. Au-delà de cette question, n'est-ce pas, de pillage de nos ressources pour leur propre bien, comme l'a si bien expliqué Yann, il y a aussi la question du racisme primaire dans cette affaire-là. Ce sont des nègres. Ils n'ont pas droit à une quelconque souveraineté. Parce que c'est inexplicable ce qui s'est passé dans ce pays. Les pays africains ont beaucoup souffert le temps pour moi. Même l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, c'était vraiment très dur. Mais ce qui s'est passé ici est innommable. Personne ne peut le comprendre. On fit au fils de la police centrafricaine. Le moment est arrivé pour vous. D'être l'exemple dans ce continent d'un pays dont on a banni toute humanité, dont on a refusé toute capacité de s'autodéterminer, mais qui a décidé de prendre son destin en main à travers une volonté propre, endogène, de pouvoir enfin dire à la face du monde, nous sommes de Centrafrique. Et cela passe par quoi? Par un ensemble de réformes sur le plan sécuritaire. Sans sécurité, il n'y a pas d'indépendance. Vous vous imaginez la Russie actuellement, si elle n'avait pas la force armée qu'elle a, on l'aurait dépêché depuis très longtemps. C'est vrai. Il n'y a pas d'indépendance sans capacité militaire de défense de son territoire, des hommes et des biens de ce territoire. C'est une évidence. Donc, pourquoi on en veut au président Touadéra aujourd'hui?
c'est parce que justement, il veut doter son armée, il veut doter son peuple à travers une défense, justement, d'abord populaire, mais aussi efficace du point de vue de l'architecture sécuritaire. Armée d'élite. Pour pouvoir justement permettre que les pillages, les tentatives de pillage à travers des instabilités organisées qui justifieraient évidemment la présence sur son sol de ces forces armées étrangères qui orienteraient donc le cap, n'est-ce pas, de ce pays, mais surtout ce cap-là, on ne sait où il va tout droit, n'est-ce pas, dans la misère, la pauvreté endémique et tous les mots qui vont avec. Donc, cette question-là, quand on la pose, même du point de vue de cette constitution, il faut comprendre que nous sommes dans une construction. C'est un palier. Tout à fait. Ce n'est pas dire que nous aurons arbitam aeternam ces partenaires rwandais, russes, et même on a même vu aussi des Burundais qui sont venus à l'appui de ce pays, sans oublier évidemment les forces camerounaises qui sont Cameroun dans également. Évidemment. Non, ce n'est pas qu'on les aura éternellement dans cet espace. Tout à fait. Mais ils vont nous permettre, dans cette étape que nous avons aujourd'hui, de renforcer nos capacités, de pouvoir assurer nous-mêmes la sécurité de notre propre sol, de notre propre espace vital. Et évidemment, dans cette vision à long terme, dans cet horizon qui est l'horizon panafricain, pouvoir être l'un des piliers majeurs de cette construction, de cette force sous-régionale capable de défendre éminemment les intérêts et surtout les richesses de notre espace. Je crois que c'est ça que nous dit cette constitution. C'est ce que dit cette constitution. Et c'est la philosophie qui sous-tend l'ensemble, n'est-ce pas, des différents éléments qui structurent cette constitution. Je peux le résumer à un seul mot. On va assumer notre propre souveraineté. Parce que sans souveraineté, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de progrès social, il n'y a rien du tout. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, quand on parle de la République centrafricaine, les gens insistent sur les richesses de son sol et de son sous-sol. On nommait les richesses en termes d'hommes, de valeurs. Et ces valeurs-là nous ont prouvé qu'ils ont du génie. Et cette constitution en est la plus évidente des expressions. Merci à vous, Passion Parfum d'Homme. Je pense qu'on va poursuivre avec Jonathan avant d'aller du côté de la réalisation, prendre des éléments. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on assiste à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Ceci grâce au processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Vous savez pertinemment que pendant belle lurette, l'armée centrafricaine était composée des expatriés. Il est aujourd'hui question de dire qui peut être centrafricain et qui peut entrer dans l'unité de force de défense et de sécurité en Centrafrique. Aujourd'hui, ce processus suit son cours. Plusieurs expatriés qui ont été identifiés sont en train de plier bagages et regagner leur pays respectif. Quelle appréciation faites-vous de ce processus sous le leadership éclairé du président de la République, qui est d'abord président de la République, mais chef suprême des armées, professeur Fossard, quand je dois dire. Tout à fait. Il faut pour cela revenir à la boutade machiavélienne, qui veut dire qu'on ne peut pas être protégé par des étrangers sur son territoire. On est toujours mieux protégé que par son armée. Et lorsqu'on a des étrangers sur son territoire, vaut mieux qu'on ait un contrat qui soit assez limité avec eux et que ce contrat permette aux différentes parties d'avoir un temps d'exercice et puis libérer le territoire. Donc, ceux qui se sont battus au sein des forces armées centrafricaines pendant cette période, il y a certainement un contrat de travail qui avait été signé avec l'armée centrafricaine, avec l'État du Centrafrique. Eh bien, dans le cadre du respect des termes de ce contrat, en termes surtout de résiliation de contrat, il y a un ensemble d'émoluments ou bien de dispositions qui seront prises par l'État et qui vont faciliter leur retour. Et ce n'est pas là le grand problème. Les AP2R et AC, ces AP2R ont ce site particulier que le président l'a dit, les gens qui ne voulaient même pas qu'il y ait cette signature, c'est le témoignage de Noureddin Adam qui nous révèle qui sont ces gens et pourquoi. Il dit, Noureddin Adam, que c'est la France qui décourageait les groupes armés d'aller à Khartoum. C'est-à-dire l'ambassadeur de France ici, à Bangui, passait son temps à menacer les rebelles qui sont en brousse. Le président a d'ailleurs dit que les humanitaires ont aussi les numéros. Donc lui-même, il a les numéros de tous les rebelles.
il appelait les rebelles un par un, leur disait, celui qui ira là-bas, on va le tuer. Et c'est ça qui a découragé les fameux leaders des groupes armés. Si bien que pour que certains se retrouvent à Ratou, ils ont demandé des garanties de sécurité au pouvoir en place. Et c'est parce que le pouvoir leur a donné ces garanties de sécurité. D'ailleurs, quand beaucoup sont revenus, ils avaient d'ailleurs une sécurité particulière. C'est cette sécurité, cette garantie de sécurité qui a permis que l'on puisse sortir avec un accord viable. Ouais. Et l'accord a connu quand même des suites. Le 20 juin dernier, Madame Valentine Rugozé-Ouabo, elle a reconnu que les groupes armés, 5 groupes armés, ont encore déposé les armes et sont revenus à la nation au mois d'avril dernier. C'est un nouvel exploit. C'est dans le cadre du suivi du désarmement, le président Faustin Archange Touadéra a donné un timing qui n'est pas fermé. Il dit, à tout moment, lorsque vous pouvez déposer les armes, lorsque vous sentez que vous avez les coudées franches, n'hésitez pas à déposer les armes. Je crois qu'aujourd'hui, encore avant l'organisation, avant le scrutin du 30 juillet, d'autres groupes armés ont encore l'opportunité de revenir à la raison, de revenir à la République, de déposer les armes et de se réinsérer dans le processus tel que ça a été prévu. Et le président Faustin Archange Touadéra n'a jamais engagé de poursuite judiciaire contre un ancien rebelle, conformément au terme de l'accord. Ça veut dire que pour lui, cet accord est fondamental pour le retour de la sécurité au Centrafrique. Et la représentante des Nations Unies, je trouve que cette dame, elle est formidable dans son travail, dans son plaidoyer auprès du Conseil de sécurité. Elle a demandé, par exemple, que soient renforcées les capacités des FACA. Quand on parle de renforcer les capacités des FACA, cette dame a dit de manière diplomatique, il faut lever l'embargo. C'est un élément important à lever, la levée de l'embargo. Sans la levée de l'embargo, les FACA seront obligés de procéder toujours par leurs partenaires stratégiques pour s'armer. Parce que ne croyez pas que les FACA soient aujourd'hui encore avec leurs 47 Kalachnikov, comme vous avez décrit au départ. Tout un pays, 623 000 km², vous défendez avec 47 Kalachnikov. C'est vraiment un exploit si vous réussissez à le faire. Mais aujourd'hui, grâce aux partenaires russes, par exemple, la Russie étant un pays qui a une tradition militaire sur plusieurs siècles, cette Russie a apporté au Centrafrique une dotation en matériel tel que quand les FACA sont en intervention sur le territoire, eh bien, ceux qui sont en face comprennent qu'il y a désormais du répondant de l'autre côté. Et beaucoup comprennent au fur et à mesure que c'est une aventure périlleuse. C'est pourquoi nous disons encore à tous nos frères qui sont de l'autre côté, n'hésitez pas, déposez les armes, revenez à la République, rejoignez le camp de l'histoire, parce que l'histoire s'écrit, et le 30 juillet, elle va s'écrire en majuscule. Et pour revenir à la Constitution, la Constitution, dans le cadre de la défense des ressources naturelles, la Constitution confie au président les coudées franches. Vous savez, dans un pays, quand le président n'a pas les coudées franches, il ne peut pas initier ce qu'on appelle les lois de programmation militaire, qui sont en fait l'architecture de la sécurité d'un pays. Aujourd'hui, le retour des coudées franches que cette Constitution donne au président Faustin Archange Touadéra, c'est la possibilité pour ce pays de se doter d'une loi de programmation militaire qui garantit à ce pays une véritable armée pour la défense de sa souveraineté. Or, pour nous, panafricanistes, nous n'allons pas demander seulement au président Faustin Archange Touadéra de s'en tenir à la loi de programmation militaire. Nous sommes parmi les fervents défenseurs de ce qu'on appelle le complexe industrialo-militaire. Le Centrafrique a les possibilités, a les potentialités pour accueillir un complexe industrialo-militaire. Le complexe industrialo-militaire, c'est un agencement qui intègre jusqu'au système éducatif. Quand vous voyez les pays comme Israël, qui sont des petits pays, des nains sur le plan territorial, mais qui tiennent tête à des puissances territoriales et même militaires imposantes comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, comme la Syrie, comme l'Iran. C'est simplement à cause de son complexe industrialo-militaire qui tous les jours fabrique
des éléments qui lui permettent d'être compétitif et de mieux se défendre. Parmi les éléments que ce complexe industriel militaire produit, il y a par exemple les logiciels espions. Le dernier, c'est quoi? Pygmalion, s'ils appelaient ça Pygmalion. Un logiciel espion qu'ils ont utilisé pour espionner tous leurs partenaires occidentaux. Vous avez des drones militaires qu'ils utilisent pour espionner les pays voisins et pour même mener des frappes sur les pays voisins. Vous avez le développement d'une technologie de missiles qui leur permet de frapper dans les pays voisins, ceux qui sont surtout considérés par eux comme les pays hostiles. Même si je n'ai pas beaucoup d'affection pour Israël, c'est un exemple qui parle au Centrafrique. Le Centrafrique ne devrait pas seulement se relever dans le sens de la loi de programmation militaire. Il faut que désormais le Centrafrique s'envisage comme un pilier de la souveraineté en Afrique. Et la véritable souveraineté en Afrique, nous le disons toujours, tant que l'Afrique n'a pas sa bombe nucléaire, la souveraineté là, ça reste encore une discussion philosophique. Nous devons avoir des pays pionniers en Afrique qui s'engagent dans un programme sérieux en se dotant d'un complexe industriel-militaire et à terme de la bombe atomique qui nous permettra, nous aussi, d'être pertinents sur le plan géopolitique international. Ça, c'est vrai. Merci à vous, Jonathan Batengeni. On reviendra tout à l'heure pour faire le dernier, certainement, tour de table avant de sortir de cette émission. Mais avant, comme on l'a annoncé tout à l'heure, avec la réalisation, on va prendre ces éléments. Monsieur Jean-Emmanuel Ngaza, qui est le maire de la ville de Bégoua. Et voilà, et on va prendre aussi l'avis d'un citoyen centrafricain, Jean-Claude Mbatas. Alors, la réalisation, hein, nous sommes à votre écoute. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. En tant que maire de la commune de Bégoua, que représente ce nouveau projet, ce projet de la nouvelle constitution pour vous et l'initiative portée par le peuple? Merci Madame la journaliste. Vous me posez une question très pertinente. Et tout d'abord, je dis que la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Et vous me dites que représente la nouvelle réécriture de cette Constitution. Vous savez, si le président de la République, par le truchement de sa population, qui l'a poussé à signer un décret convoquant le corps électoral pour la nouvelle Constitution, c'est que la Constitution de la République centrafricaine, depuis l'indépendance, a été écrite par des gens qui ne sont pas des nationaux. On nous impose des constitutions. C'est pour cela que la population centrafricaine a dit non, ça suffit. Il faudrait que le président de la République convoque le corps électoral pour une nouvelle constitution. C'est pour cela que nous sommes arrivés à cette constitution que le 30 juillet, on ira voter le référendum. Et comment est-ce que vous organisez le peuple? Comment est-ce que vous communiquez avec le peuple justement de votre commune pour qu'il puisse se rendre au scrutin référendaire? Je vous ai dit que c'est depuis l'indépendance que le peuple souffre des constitutions imposées par la colonisation. Donc, moi, en tant que premier citoyen de ma commune, j'ai commencé depuis les marches, les pétitions pour sensibiliser ma population pour aller voter oui lorsque le président va convoquer le corps. Et comme il a déjà convoqué le corps électoral, le 30 juillet, la population de la commune de Bégoua et la population centrafricaine en général va voter oui. Il n'y a pas question de non. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Vous avez lu la Constitution? Bon, la Constitution, pour vous dire vrai, je l'ai reçue seulement hier. Et cette nuit, j'ai pris le temps de parcourir un peu, très rapidement. Et je me suis fait déjà une idée. Ouais. Quelle idée est-ce que vous êtes fait, justement? D'ailleurs, vous savez que la Constitution actuelle, c'est-à-dire la Constitution du 30 mars 2016, au lendemain de sa promulgation, a été déjà une Constitution querellée, discutée, parce que des idées, des voix se sont levées pour poser le diagnostic afin de pouvoir procéder, n'est-ce pas, à sa révision. Donc, ce qui ne reflétait pas trop à la réalité et aux aspirations du peuple centrafricain. Et donc aujourd'hui, avec le projet de la nouvelle constitution que j'ai lu, j'ai vu que certaines aspirations ont été prises en compte. Notamment, lorsque vous prenez la constitution, déjà le premier convaincu dans le préambule,
qui affirme et qui donne un sens, n'est-ce pas, à la date du 13 août 1960, marquant l'indépendance de la République centrafricaine et son accession à la souveraineté internationale, qui affirme justement que la République centrafricaine est un pays indépendant et qui est capable de prendre, n'est-ce pas, en main la destinée de son peuple, l'avenir de son peuple. Déjà, c'est une constitution très ambitieuse et qui confirme que nous sommes bel et bien un État, un pays souverain, indépendant, et que nous faisons ce que nous voulons pourvu que tout aille dans le bon sens pour le bien-être du peuple centrafricain. Quel est votre rapport pour que les Centrafricains se rendent au scrutin référendaire? C'est vrai que vous n'êtes qu'un citoyen, mais quel est votre rapport à vous? Bon, vous savez que le vote est libre tel que l'exige la Constitution, ça va de soi. Mais moi, personnellement, je pense que la Constitution actuelle a pris en compte certaines de mes aspirations, de mon point de vue, de mes préoccupations. Déjà, je suis favorable, je voterai oui. Et j'exhorte aussi les Centrafricains, soucieux de l'avenir de la République centrafricaine, ambitieux de leur pays, fiers de leur pays, de faire autant. C'est une Constitution que je me permets déjà de le dire, est une constitution qui pourrait nous aider un jour à sortir de là où nous sommes et aller de l'avant. Le développement est possible que lorsque nous avons nous-mêmes le courage de prendre les choses en main et que cette constitution est en train de nous baliser le chemin, quand cette constitution vient à point nommé, et c'est elle qui va nous pousser à aller de l'avant et surtout en commençant par la respecter. Et c'est un souhait, si jamais elle venait à être adoptée à 100% ou à 97%, 98%, c'est un souhait et qu'il faut qu'elle soit respectée. Parce qu'une chose est que vous faites une loi, mais une autre chose c'est de l'appliquer. Une loi qui est faite, il faut qu'elle soit appliquée pour que ça profite à tout le monde. Et c'est ça qui serait bien pour le peuple centrafricain. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Voilà, merci pour ces éléments. La réalisation revient sur le plateau pour le dernier tour de table. Ouais, effectivement, vous venez là de suivre l'opinion publique sur l'échéance référendaire qui se pointe à l'horizon. Les Centrafricains ont parlé à cœur ouvert tout autour de cette constitution qui va ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la République centrafricaine dans son ensemble. Donc nous sommes dans ce grand rendez-vous d'échange, de débats plus minutieux sur la question de la sécurité a été au centre des débats. Et donc pour clore cet entretien comme est riche en enseignements, nous allons passer une dernière tour de table, 4 minutes pour nos éminents interlocuteurs qui vont pouvoir dire leurs derniers mots sur la question. Et nous démarrons donc avec M. Matomba. Oui, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que ce projet de constitution est le résultat, n'est-ce pas, d'un bilan. Et il faut pouvoir vivre certaines choses pour pouvoir les comprendre. Lorsque le président Faustin, le professeur Faustin Archange Touadéra gagne les élections et doit prêter serment, Jean-Yves Le Drian vient à la prestation de serment en Centrafrique. Avant la prestation de serment, il va rencontrer Catherine Samba-Panza, qui était la présidente de transition, qui passait le flambeau. Et il essaye de faire signer un document à Catherine Samba-Panza qui avait à voir avec le sol et le sous-sol centrafricain. Et cette dernière lui dit, mais je ne suis plus présidente. Je ne peux pas signer un document et puis mes pouvoirs en tant que présidente de transition ne me conféraient pas n'est-ce pas, le droit de... Il repart rencontrer le professeur Faustin Archange qui était en salle d'attente il devait sortir pour prester serment. Il était en salle d'attente. Ce qui n'est peut-être pas dit et peut-être pas su, c'est qu'ils l'ont bloqué dans la salle. Et il lui demande de signer le document qui était, n'est-ce pas, avec lequel ils sont venus. Et ce document, c'était de nouveau un emprisonnement, n'est-ce pas, du Centrafrique, de son sol et de son sous-sol. Et le professeur tout courageux dit, mais je n'ai même pas pris connaissance de ce document. Je n'ai même pas encore prêté serment. Comment est-ce que je vais... Et on lui dit, non, si vous ne signez pas, vous n'allez pas prêter serment. Si vous vous rappelez de cette cérémonie, il y a eu un retard. Oui. Et justement parce que des négociations se menaient derrière.
Alors, la magnanimité du professeur, c'est qu'il a pris le document, il a remis à l'un de ses conseillers avec qui il était, et ce dernier a déchiré le document devant les autres, devant le client. Donc, il n'y avait pas de document à signer. Pour finir, il était obligé de sortir, prêter serment et autres. Donc, c'est pour vous dire que quand on voit un document comme celui-ci, même comme il émane du peuple, de la volonté populaire, il y a que, le doyen d'homme lisait tout à l'heure, l'article 9, là, parlant de la souveraineté du sol, du sous-sol. Il y a que ce pays, en fait, depuis des années, certaines parties de ce territoire ne lui appartenaient pas. Et il est temps de rétablir. C'est pour cela que j'ai dit, à un moment donné, ce que le Centrafrique a fait, c'est que le Centrafrique a dit, on met un stop, on fait un bilan, et on se dit, bon, voilà ce que nous devons faire pour notre pays. Finalement, sommes-nous souverains, indépendants ou pas? Oui, c'est ça. Si nous le sommes, alors prenons des dispositions qui nous rendent toute la légitimité de notre souveraineté. Et vous voyez que là, en fait, c'est des expériences vécues qui poussent à motiver certains articles, n'est-ce pas, dans le projet de constitution. Lorsque je l'ai dit, je ne vais pas oublier ou omettre de faire le constat, n'est-ce pas, du vécu de chaque Centrafricain, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et puis, le résultat est tout trouvé. Aujourd'hui, si la République du Centrafrique adopte cette constitution, il est clair que les choses bougeront dans le bon sens. Ce n'est sans dire que la déstabilisation ne va pas continuer à persister. Mais au moins, le Centrafrique se dote déjà d'un instrument majeur qui lui permet, n'est-ce pas, de se défendre. Et de défendre son territoire, de défendre ses citoyens. Merci à vous, Président Matomba. On poursuit le tour de table, Bissayo. Effectivement, cette fois-ci, nous mettons l'accent sur Jonathan Batangeni. Tout à fait, tout à fait. Le Centrafrique est en train d'entrer dans une époque glorieuse. Une époque glorieuse qui doit prendre corps à partir d'un moment historique. Un moment historique qui va se faire le 30 juillet 2023. Ce moment historique, c'est le rendez-vous que les pères fondateurs de cette République auraient rêvé satisfaire. C'est le rendez-vous qu'ils auraient rêvé prendre. Et comme ils ont lancé une parole prophétique sur leur propre pays, que leur pays est libre, c'est leurs fils, c'est leurs petits-fils qui vont vivre ce moment. Le 30 juillet, le peuple centrafricain doit noter que il va récupérer sa souveraineté. Le peuple centrafricain lui-même va désormais être le garant de sa propre sécurité. Le peuple centrafricain va donner le pouvoir à ceux qui le représentent d'agir véritablement en son nom. Quand le président Faustin Archange Touadéra va prendre la loi de programmation militaire et va engager la réforme des armées, l'armée centrafricaine qui naîtra de ce projet, de cette loi, c'est l'émanation de la décision du peuple le 30 juillet 2023. Effectivement. Si un Centrafricain sait qu'il en a marre de voir une armée qui a longtemps été à la traîne, si un Centrafricain en a marre de l'insécurité, si un Centrafricain en a marre de la déstabilisation permanente, si un Centrafricain en a marre de voir ses terres pillées, spoliées, pour aller enrichir d'autres qui sont des étrangers pour la plupart, normalement, le 30 juillet, quand il se réveille le matin, son premier réflexe, c'est « il faut que j'aille voter ». Et si moi j'étais centrafricain, je ne manque pas toujours de le dire. Je voterai oui, les yeux fermés. Eh bien, nous poursuivons donc ces dernières interventions. Cette fois-ci, nous mettons le cap sur Dr Yamb. Vous avez un dernier mot autour du sujet du jour? Écoutez, avec joie.
Peut-être deux premières remarques. Je voudrais rappeler une fois de plus à tous ceux qui se considèrent comme des politico-militaires que cette constitution leur permet de rentrer à la maison, où ils bénéficieront de la protection de leurs droits en tant que citoyens et de leurs droits en tant qu'opposants politiques, avec une constitutionnalisation de ce que c'est que l'opposition politique, et que cela leur permettra justement, dans le cadre du jeu ouvert, du jeu politique ouvert désormais, de compétir normalement, de faire valoir leurs arguments et de pouvoir demain, qui sait, peut-être conquérir des positions de pouvoir dans le pays. Mais en attendant, ne restez pas loin, revenez, parce que c'est une conclusion, une constitution de la paix. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que la MINUSCA a dépensé au cours des 7 dernières années, le président est là depuis 7 ans, a dépensé 5 000 milliards de francs CFA. 5 000 milliards de francs CFA, c'est pratiquement 4 fois le PIB, un peu plus de 4 fois le PIB du Centrafrique en 2021. Si ces 5 000 milliards, l'ONU les avait directement mis à disposition de l'État centrafricain, depuis que le président Touadéra est là, je pense que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce pays ressemblera déjà un peu à ce qu'il a promis en 2021 dans le cadre de son projet de société et en 2022 dans le cadre du projet Sango. Je rappelle que les objectifs du projet Sango et de ce projet de société, c'était les industries de transformation, la construction d'infrastructures modernes, la construction de toutes les voies de transport dans le pays, la formation de pointe en sciences et en technologie, la fin de la tutelle monétaire qui a justifié la loi sur le Bitcoin. Et tout cela, il lui manquait un cadre. Et ce cadre-là, ce contenu qui doit le porter, c'était une constitution. C'était de fixer cette vision-là, parce que la constitution, ce n'est pas qu'une série de lois, c'est une vision, de fixer cette vision dans un texte qui est donc aujourd'hui cette constitution. C'est ça qui permettrait et qui est donc la base de la construction de la sécurité qui se matérialisa par sa promesse dans son projet de société d'avoir 50 000 hommes, une armée de 50 000 hommes d'ici 2030 dans ce pays. Pour que vous puissiez entretenir une armée de 50 000 hommes dans un pays, vous devez leur fournir des équipements. Vous devez les habiller, vous devez les nourrir, vous devez les déplacer, vous devez pouvoir leur permettre de communiquer entre eux. Vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter tout cela. Vous êtes obligé de pouvoir, grâce à cette armée forte-là, de pouvoir produire une grande partie de tout ce qui est mis à disposition pour leur travail. Voilà pourquoi vous voyez que l'essentiel du projet Sango, l'essentiel du projet de société du président, c'est des industries, c'est des plateformes logistiques. Et ça, il faut une armée forte pour défendre un pays qui a de l'ambition. Donc ceux qui veulent que leur pays demain soit un pays fort, ceux qui veulent que leur pays soit un pays riche, ceux qui veulent connaître le bien-être, que ce soit construit en Centrafrique, ont besoin d'aller voter effectivement le 30 juillet et de voter dans le sens qui consolide cette vision du président, mais également la poussée même du peuple vers la construction d'un pays riche, de ce que le président appelle souvent un pays où la richesse est pour tous. Et je crois que ça, c'est voter pour que cette constitution soit adoptée, c'est voter pour le oui. Nous allons donc boucler cette tour de table avec Parfendum, homme politique, au lendemain de l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale, en sigle APPR. Il est question non seulement de la dissolution de ces groupes armés, mais également de transformer ces groupes armés en structures politiques pour leur permettre de revenir dans la République. Qu'en dites-vous? D'abord, je tiens à faire remarquer aux Centrafricains, aux Africains, le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde et se pose une seule question. Est-ce que ces Centrafricains, est-ce que ces Africains se sont enfin réappropriés de leur conscience historique? Le résultat sorti de ces zones, ce 30 juillet, sera la démonstration du fait qu'en fait, le peuple centrafricain s'est effectivement réapproprié de sa conscience historique. Tout à fait. Et cette réappropriation de sa conscience historique se transformera par la réalisation des rêves de ses pères. Enfin, Barthélemy Boganda
à travers cette constitution que sera, on l'espère, On adoptée, espère. pourra enfin avoir des obsèques dignes de ce nom. Ouais. Enfin, tous ceux, les milliers, j'allais dire des millions de Centrafricains qui sont morts, de ces gens Koudougou, morts pour libérer un autre pays, mais morts aussi pour donner de la dignité à son propre peuple, pourront avoir des obsèques dignes de ce nom. Parce qu'à travers tout ce qui a été décliné ici, qui va faire le bonheur de leurs arrière-petits-enfants, ils se diront certainement, là où ils sont, nous ne sommes pas sacrifiés pour rien. Nous ne sommes pas sacrifiés pour rien. Parce qu'une fois de plus, on a démenti Hegel. Ouais. On a su retenir les leçons de l'histoire. Et nous sommes un peuple digne et souverain. Merci pour cette invitation. Merci à vous, patient Parfendom. Avant de dire, bien sûr, au Ouatouman, je pense que le chef de l'État centrafricain, Faustin Archange-Touadéra, devra donner un discours, Oui, je pense bien demain. c'est ça. Oui, un discours à la nation, Oui, c'est ça. Adressé à la nation. adressé à la nation. À la veille Ouais. du lancement lancement de de la la campagne référendaire. D'accord. Donc, comme vous l'avez suivi, ce discours, bien sûr, intégrera c'est notre édition spéciale de demain, vendredi. Un discours qui sera décrypté également, toujours sur ce plateau, avec nos invités et certainement d'autres acteurs politiques, ou du moins centrafricains. On aura bien sûr le plaisir de les accueillir sur ce plateau, ce beau plateau de la télévision nationale. Merci à tous nos invités, Président Matomba, Jonathan Batengene, Patient Parfendom, bien sûr sans vous oublier Dr Yang, mais aussi l'équipe technique qui nous a accompagnés et qui a permis la réalisation de cette émission, la Radio Nationale également en relais. Merci donc à vous, chers téléspectateurs et bien sûr auditeurs. Bissau, ce fut un plaisir. Tout un plaisir. On se dit demain. C'est cela. Voilà. À demain et bien sûr, très très bonne soirée.